Bienvenue dans la région de l'Estrie. Voici l'hôtel de ville de Sherbrooke. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Estrie, principalement de la région de Sherbrooke. L'Estrie est une région administrative du Québec située le long de la frontière avec les États-Unis, à l'est de la Montérégie et au sud de centre du Québec. Ses villes principales sont Sherbrooke, Magog, Coaticook, Lac-Mégantic, Cookshire-Eaton et Windsor. Elle compte une population de 327 089 habitants en 2019. Voici une des murailles de Sherbrooke. Bonjour Madame Roukayatou. Je m'appelle Janica Philos-Capierre. Je suis étudiante à l'école secondaire Armand Corbeil et c'est moi qui vais vous poser les questions sur le sujet d'aujourd'hui. Mon nom, c'est Roukayatou, mais tout le monde m'appelle Rouka. Je suis agente de liaison à la ville de Sherbrooke, à la division loisirs et vie communautaire, l'une des agentes d'accueil parce que la région de l'Estrie, il y a 7 MRC. Sherbrooke est la ville centre. Quels sont les avantages que vous avez en région que nous n'avons pas à Montréal? Sherbrooke, c'est comme une grande ville dans une petite ville. On a tous les avantages d'être dans une grande ville, mais de se dire une petite ville parce que c'est une ville à échelle humaine où on a accès à tout ce qu'elle peut nous offrir, comme les espaces verts qui sont vraiment l'Estrie, les cantons de l'Est même, je vous dirais. Quand on rajoute tout ce qui est Granby, Bromont, Saint-Hyacinthe, c'est la tranquillité. Une ville reconnue pour son ouverture à l'immigration. Je vous dirais que Sherbrooke, c'est l'une des villes qui a le plus de restaurants au prorata de sa population. C'est incroyable, on a vraiment beaucoup de restaurants. Puis, une bonne diaspora mondiale qui est présente de par l'université de Sherbrooke. Pas de trafic mondial, la première chose dont j'aurais dû parler. Qu'avez-vous mis en place pour attirer les immigrants à venir s'installer chez vous? Nous, on se déplace. On n'attend pas que les gens viennent ou on fait de quoi ici sur le territoire. On se déplace aussi pour aller dans la Foire nationale de l'emploi qui se fait à Montréal d'habitude au mois d'octobre et aussi le salon de l'immigration. J'adopte l'Estrie. C'est un programme qui travaille beaucoup avec les étudiants, surtout les étudiants internationaux, mais pas que seulement, aussi tous les étudiants qui peuvent venir de Montréal ou d'ailleurs qui viennent étudier à l'université de Sherbrooke ou à l'université Bishop parce qu'on a 2 universités. Nous sommes maintenant à l'université de Sherbrooke avec ses nombreux pavillons. Pour une éducation en anglais, l'université Bishop est faite pour vous. Même si l'université de Sherbrooke est beaucoup plus grande que l'université Bishop quand même, aller chercher les personnes immigrantes qui sont à Montréal, qui sont intéressées à venir, parce qu'il faut aussi avoir l'intérêt à quitter Montréal pour venir s'installer en région. Ce programme-là, il est fait en collaboration avec 3 organisations à Montréal. Ça est subventionné par le ministère de l'Immigration, de la Francisation. Les 3 principaux, c'est vraiment Alpha Collectif et Promis, qui travaillent avec la régionalisation. Puis eux, ils travaillent avec toutes les régions du Québec. En termes d'embauche, à combien estimez-vous le nombre d'immigrants qui travaillent dans votre région? Je sais tout simplement qu'à Sherbrooke, on a à peu près 15 000 personnes migrantes qui sont sur le territoire, puis ça, c'est toutes catégories confondues. Parmi ces 15 000-là, on a 40%, donc quand même presque la moitié qui sont des immigrants économiques. Ce qu'on n'y pense pas d'habitude parce que Sherbrooke est une terre d'accueil dans le sens où c'est une des villes qui a été choisie par le ministère comme étant une ville d'accueil des réfugiés. Donc les gens ont tendance à penser que la majorité des immigrants qui sont sur le territoire sont des réfugiés parce que
C'est ceux-là qui arrivent souvent en grosse vague venus d'un même pays, puis dont les médias utilisent régulièrement. On a eu, une grosse vague d'arrivée de Syriens, de Bhoutanais, de Népalais et tout ça. Les immigrants économiques qui, eux, font tout le travail de chercher le visa, la résidence permanente, vendre la maison au pays pour pouvoir venir ici, faire le deuil de tout laisser. Eux, ils arrivent au compte-gouttes. Fait que c'est pas ceux-là qui vont faire arriver avec grand fracas pour que tout le monde soit au courant qu'ils sont là. Mais c'est les plus nombreux qui sont sur le territoire. Puis parmi ceux-là, il y a à peu près 75% qui sont en emploi, ce qui n'est pas négligeable, en sachant que le taux de chômage des personnes immigrantes est toujours plus haut que celui des natifs. Donc, de se dire que 75% des immigrants économiques qui sont sur le territoire sont quand même en emploi, soit à temps partiel, soit à temps plein. Concernant les prix des logements comparativement aux autres régions, pensez-vous qu'il y aura ici une grande différence? C'est sûr que moi, si je compare avec les autres villes à côté, ça va coûter un peu plus cher que les autres villes. Disons, si je prends un 3,5 par exemple, qui coûterait à peu près dans les $595 pour un 3,5, un 4,5 irait dans les 689. Si je monte un peu plus pour les grandes familles, 5,5 à peu près $710. Là, avec la pandémie, on a eu une flambée des prix des loyers, on a eu un taux d'inoccupation très bas. Si jamais vous pensez à déménager, prenez le temps soit de me contacter ou quoi que ce soit pour voir à chercher un hébergement et tout, mais ne le faites pas genre une semaine à l'avance ou un mois à l'avance parce que ça peut être bien compliqué. Connaissez-vous les difficultés auxquelles les nouveaux arrivants font face le plus souvent en région? La difficulté que j'ai vue en y pensant, je me disais, est-ce que c'est l'éloignement des services en se disant que peut-être l'aéroport est loin, mais en même temps, Sherbrooke, d'ailleurs, je le dis, j'aurais dû le dire plus haut, Sherbrooke est à 1h30 de Montréal. On n'est pas à l'autre bout de la terre. Mais je pense que pour toute personne, pas seulement pour les personnes immigrantes, peut-être c'est un peu plus, on le voit un peu plus pour ces personnes-là. Mais pour tout nouvel arrivant qui quitte sa région, pour aller vivre, même un Québécois de souche qui pour aller vivre dans une région, comme je disais tantôt, on perd ses repères, on perd un peu ce qu'on a l'habitude de voir, on doit se refaire un réseau. Puis c'est là où je m'en viens. La difficulté première que j'entends souvent, c'est de se faire un réseau. Fait que nous, ce qu'on a mis en place pour solutionner ça, il faut savoir aussi qu'il faut que la personne ait l'envie, l'intérêt d'aller vers l'autre. Puis moi, je le dis souvent aux personnes que je rencontre, quand ils me disent « je me sens tout seul, j'ai le mal du pays, je déprime », est-ce que tu sors? C'est sûr que si tu sors pas, tu rencontreras pas du monde. Au pays, est-ce que tu demandais à quelqu'un pour sortir? Je comprends que c'est pas chez vous ici, ben, tu as eu le courage de traverser l'océan, de venir ici. Ça, là, c'est un petit pas que tu fais pour rencontrer les gens. Fait que vas-y. La ville de Sherbrooke, puis ça, c'est pas de la complaisance que je fais, c'est juste qu'elle est vraiment connue et reconnue pour toutes les actions qu'elle met en place, les actions, les politiques, tout ce qu'elle met en place vraiment pour l'accueil, l'intégration, la rétention aussi, parce que des fois, on dit accueil, intégration, mais on oublie la rétention qui est super importante. Et la rétention des personnes immigrantes sur son territoire, c'est d'ailleurs la première ville fusionnée au Québec qui a mis en place une politique d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes. Je le mentionne juste en passant. Que font les régions comme effort pour susciter l'intérêt des gens à venir s'y installer? Le programme d'accès à l'égalité à l'emploi qui est mis en place par la ville de Sherbrooke depuis quand même quelques temps et qui permet vraiment ce qu'on appelle plus communément la discrimination positive, donc l'ouverture effectivement aux candidatures des minorités ethniques et des minorités visibles qui arrivent là. Puis, ce qui permet d'avoir quand même une certaine présence, une certaine représentativité des personnes dans la ville comme organisation, même la ville comme employeur. Donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant à dire. Pour ceux qui connaissent la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, la SQRI, qui est mise en place par le ministère de l'Immigration, puis qui se fait à travers le Québec. Je pense que c'est toujours vers l'automne que ça se fait. Nous, on a décidé, je pense qu'on est la seule ville au Québec qui fait ça, d'être à part, puis de créer notre propre semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles. C'est génial. Donc, il y en a qui font beaucoup d'activités autour de la nourriture, des formations en médiation interculturelle pour ouvrir les services, des pièces de théâtre. Donc, toutes ces choses-là pour créer un sentiment vraiment d'appartenance chez l'autre, pour voir qu'on met en place des activités pour mieux les intégrer. Puis, moi, ce que je trouve génial, c'est autant les Québécois de souche que les personnes immigrantes qui organisent ces activités-là. Donc, tout le monde se retrouve finalement. Dans quel domaine, selon vous, qu'il y aurait plus de chances de trouver des emplois dans ce coin? Le secteur des technologies, c'est quelque chose que nous,
on aime beaucoup. Tout ce qui touche les technologies de l'information, les secteurs du manufacturier innovant aussi, donc tout ce qui est innovation, c'est majeur. Les domaines qui nécessitent aussi des compétences professionnelles et techniques, donc principalement au niveau manufacturier, tout ce qui est électromécanique, usinage, soudure, outillage, manœuvre, opérateur. Tous les domaines reliés à l'ingénierie aussi, technique et universitaire, tout ce qui est administration également, gestion des ressources humaines, marketing, finance, bureautique, ça aussi, c'est des domaines qui sont en recherche. Santé, éducation, tourisme. Le tourisme et la restauration, c'est en relance tranquillement. Y a-t-il des centres communautaires qui reçoivent des nouveaux arrivants dans votre région? Le service d'aide aux Néo-Canadiens, le SANC qui est là depuis des décennies, je pense que le SANC est là depuis les années 50, qu'il est présent sur le territoire, il dessert l'Estrie, donc il a une portée régionale. Puis le service d'aide aux Néo-Canadiens, son travail, si on veut, principal ou essentiel, mais pas que, je tiens à le préciser, il est subventionné par le ministère de l'Immigration aussi, pour le savoir. C'est vraiment l'accueil des réfugiés. Il s'occupe beaucoup des réfugiés, l'hébergement, l'installation, l'inscription à la garderie, à l'école, à la francisation. S'il y a des enfants, on fait le test pour les enfants pour voir dans quelle classe. Souvent, ils vont dans des classes d'accueil pour pouvoir vraiment être à niveau. Les parents vont à la francisation si c'est pas le français, leur première langue. Je dois dire qu'il s'occupe de tous. Il vaut mieux que j'en enlève que je les énumère parce que les seules catégories dont il ne s'occupe pas, c'est les touristes. Pour les familles qui ont plusieurs enfants, sans voiture, qui voudraient s'installer en région, très souvent, ils se questionnent au sujet des écoles et surtout les moyens du transport en commun. Comment fonctionne ce système chez vous? La seule ville, je vais dire, qui a un système de transport vraiment bien rodé, très bien fait, où tu as l'autobus qui est là tout le temps, c'est la ville de Sherbrooke. Puis, on a des horaires d'autobus qui conviennent à tout le monde, accessibles de jour comme de nuit. Je pense que ça finit aux alentours de minuit. Programme Solidarité Transport, c'est important que j'en parle parce que ce programme-là, il est subventionné par la ville, porté par la CDC, qui est la Corporation de développement économique, et aussi par la STS, la Société de transport de Sherbrooke. Donc, ils ont mis en place un programme. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, c'est plus pour les familles un peu plus démunies ou qui arrivent, puis essaient de joindre les deux bouts, qui c'est pas évident. Donc, ils ont la passe d'autobus gratuite pour quand même assez longtemps, là, le temps qu'ils arrivent à se replacer. Donc, je voulais parler de ce programme-là que la ville a mis en place aussi, puis qui est traduit en 7 langues quand même. Moi, pour moi, français, c'est pas de la traduction parce que de base, il est en français, mais il est traduit en anglais, en dari, en arabe, je pense en sango, en kirundi, en tout cas les langues les principales qu'on retrouve sur le territoire, pour être certain qu'on rejoint vraiment toute la population, pour que tout le monde soit au courant de ce programme-là. Avez-vous en ce moment des immigrants qui travaillent dans votre institution? Si oui, le pourcentage est de combien? Une centaine de personnes immigrantes, minorités visibles, minorités ethniques. Je vous dirais quasiment tous les niveaux de postes, tous les niveaux hiérarchiques aussi, tous les niveaux d'emploi aussi, parce qu'il y a la voirie, les parcs, la culture, donc quasiment dans tous les services. On a des personnes immigrantes qui travaillent là, donc à peu près une centaine qui correspondent à peut-être 4,5-4,3% de la ville. C'est sûr que c'est pas énorme, on a encore du chemin à parcourir, puis justement le programme d'accès à l'égalité à l'emploi, ils sont en train de refaire leur plan d'action, puis de monter les cibles pour pouvoir aller chercher le plus de personnes. Évidemment, on veut toujours les personnes compétentes, mais c'est intéressant d'ouvrir encore plus les vannes si on veut, pour que les gens se sentent en sécurité. Parce que des fois, il y a ça, on se dit, bon, j'irai pas travailler à la ville parce qu'ils vont pas me prendre, c'est bien trop compliqué, j'irai pas. La procédure est trop longue. Fait qu'on essaie d'alléger pour aller chercher le plus de monde possible, d'aller afficher un peu partout aussi dans les différents centres communautaires, organismes qui travaillent avec les personnes immigrantes. Parce que des fois, les affichages se font à l'interne, ça ne sort pas nécessairement. Fait que, bon, on a aussi nos problématiques d'ancienneté, tout est syndiqué. Quand on est syndiqué, c'est pas si évident de changer, c'est des gros bateaux, hein. Pour ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, quelles sont les possibilités qui existent afin de leur faciliter la tâche?
On a un bureau de développement économique à la ville, évidemment, puis ce bureau-là, il gère vraiment les incubateurs d'entreprises, de voir les jeunes entrepreneurs et même des entrepreneurs issus de l'immigration. Ils sont pas nombreux, je ne vous le cacherai pas. On a comme Espace Inc. qui est là pour aider les gens à partir de tout type d'entreprise, de l'idéation, même tu as une idée, puis tu veux voir comment tu peux la mettre comme on dit, sur le plancher des vaches, ils vont pouvoir t'aider. Si tu as un prototype qui est déjà créé, tu veux juste voir où ça va t'amener, ils peuvent t'aider. La commercialisation, là, tout est prêt. Tu as ton plan d'affaires, tes affaires, tu as tout sorti. Ils peuvent t'aider à voir études de marché, commercialisation. Donc, on a quand même ça. On a Sherbrooke Innopol, qui est une organisation paramunicipale de la ville. Moi, je les appelle les appendices de la ville, parce qu'ils appartiennent pas totalement à la ville, mais en même temps, oui, c'est vraiment intéressant de faire ça. On a la ruche de l'Estrie. Eux, ils font du sociofinancement. Je pense que vous savez c'est quoi. Donc, si tu veux partir en sociofinancement sur les réseaux, ils peuvent t'accompagner pour voir comment tu peux faire ça, ce qui te convient le plus à ton projet, quelle campagne de financement tu peux mettre en place et comment aller rejoindre le plus de monde possible. On a aussi pour les entreprises coopératives, donc ceux qui font de l'économie circulaire on va recycler, on va réutiliser les matières résiduelles. Ils sont là aussi pour aider les gens à travailler là-dedans. La majorité des personnes immigrantes qui veulent partir en entreprise vont chez Progestion Estrie, qui font vraiment beaucoup d'accompagnement. Puis pour l'ensemble du projet aussi, quel que soit le projet que la personne est là, ils vont accompagner puis essayer de voir en sorte si c'est viable et si c'est fiable aussi de le faire. Il y en a plusieurs, il y en a un autre qui c'est Femmes et Sœurs Estrie, que eux, c'est vraiment beaucoup pour les femmes entrepreneurs, les femmes qui ont leur propre entreprise ou qui veulent partir leur entreprise en majorité ou en partie. Donc, eux, ils aident beaucoup les femmes là-dessus. On a Destination Sherbrooke, ça c'est pour le tourisme. Donc, si tu veux ouvrir quelque chose dans le tourisme. L'Estrie était appelé initialement en anglais Eastern Township, nom que les premiers colons anglais, fin 18e siècle, utilisaient pour désigner la région. Au 19e siècle, on avait d'abord traduit l'appellation anglaise Eastern Township en français par Township de l'Est, qui fut ensuite concurrencé par Bois-Franc et Canton de l'Est. La traduction française Canton de l'Est était une référence au canton suisse, suggéré par l'écrivain Antoine Gérin-Lajoie en 1858. En 1946, Monseigneur Maurice Aubrédy proposa de changer cette désignation officieuse par le terme Estrie, plus facile à intégrer à la langue française par l'adjectif estrien, et d'autant plus distinct de l'anglais que le vocable Canton de l'Est est une traduction littérale. Merci Madame Roca d'avoir participé à ce documentaire. Ce fut un plaisir de vous parler. Parfait, Inch'Allah, comme on dit chez nous, merci. Et vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi le documentaire L'Estrie, une autre option. À bientôt!